Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Votre Santé sur TVDP. Alors, c'est pas une habitude chez nous de faire une émission comme ça le matin. On l'a fait même un petit peu à l'arrache, mais peu importe, ça me paraît nécessaire. Et avec mes invités également, ça nous paraissait nécessaire de revenir assez rapidement sur une journée euh, très importante qui a eu lieu. C'était le 19 octobre 2023. Il y a eu 3 événements que les médias de grand chemin n'ont pas couverts. Et pour cause. Parce que durant cette journée très particulière, pour ne pas dire historique, il y a 2 personnages qui ont été convoqués par leurs instances ordinales respectives. L'un est pharmacien de son état, un fin connaisseur du droit également. Il comparaissait devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens à Paris. L'autre est médecin anesthésiste réanimateur. Il est bien connu pour avoir fondé Réinfo Covid, à l'origine de très nombreuses initiatives de réaction à la doxa sanitaire officielle. Il a même été euh, à l'origine de la sortie de beaucoup d'entre nous de la torpeur et de la sidération dont nous avons été témoins, pour ne pas dire victimes, depuis début 2020. Alors, une troisième chose, il y a eu aussi un happening à la place Saint-Michel à Paris ce même jour au soir, et dans les différents endroits où il existe des ordres de médecins, des ARS, pour faire déposer un dossier, et l'un de nos invités nous en reparlera. Dernière chose encore de façon plus discrète, et vous l'ignorez sans doute, mais le lendemain, vendredi 20 octobre, en chambre disciplinaire du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Lille, il passait un médecin gériatre, une femme, dont le tort, selon les médecins du Conseil départemental de la Somme, qui représentait la partie adverse, le tort était donc de prescrire des traitements non recommandés et, je cite, qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, en lien avec une ONG elle-même, et je cite toujours, en lien avec des sites complotistes. Le traitement en question, on ne sait pas, on n'a pas eu les ordonnances dans les pièces du dossier. Seule pièce compromettante pour le docteur Andrea Vicol, des témoignages de patients qui étaient recueillis sur le site Alliance Humaine, qui étaient tous plus élogieux les uns que les autres. Mais en 2023, chez certains de mes confrères, seule la règle des 3D persiste encore, Doliprane dodo décès. Vous avez sans doute vu quelques vidéos de la sortie d'audience de ces 2 professionnels de la santé qui seront là avec moi aujourd'hui. Une leçon de droit d'un côté, une leçon d'éthique de l'autre, et de main tendue. Et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui sur TVDP les docteurs Amine Umlil et Louis Fouché. Bienvenue les amis. Bonjour Eric, merci. Bonjour Amine, bonjour Eric, merci beaucoup Bonjour de Louis. nous recevoir. Heureusement qu'il y a des paroles différentes et puis finalement, je peux le dire dès le début, au fond c'était une journée de merde normalement, jeudi dernier, et ça s'est transformé en une sorte de fête. Et ça, c'était assez imprévu, et voilà, on est jamais à l'abri des bonnes surprises, on en reparlera. Alors je voudrais commencer en faisant le boulot que devraient faire les médias de grand chemin. Je vais vous demander l'un et l'autre vos conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. Amine. Eh bien, je n'ai aucun lien, aucun conflit d'intérêt avec aucun laboratoire pharmaceutique. Parfait. Louis. Ouais, moi j'ai pas de conflit d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques. J'ai 52 € sur la base Transparence Santé qui sont liés à des staffs de service où j'ai été noté de manière systématique sur les 5 dernières années, qui sont notifiés. Mais j'ai aucune convention ou aucun truc professionnel en cours. En revanche, j'ai un lien d'intérêt avec l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille puisque mon épouse y travaille, et donc effectivement j'ai un regard sur l'IHU qui est probablement un peu différent de celui des autres puisque voilà, je sais ce qui s'y passe, alors que les médias probablement ne savent pas. Très bien. Alors, dans l'ordre chronologique, il y avait d'abord le matin le docteur Amine Umlil au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de Paris. Donc, tes impressions peut-être, Amine, sur les raisons d'une part de ta convocation, et puis ce qui en est ressorti. En fait, l'ordre des pharmaciens ne m'a jamais inquiété, ne m'a jamais fait le moindre reproche. J'ai jamais été sanctionné depuis que j'ai commencé à exercer fin des années 2000. Et en fait, une fois que j'ai été, comme vous le savez, j'ai été auditionné par le Sénat. Moins de 2 mois après, j'ai fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a été ouverte par la directrice générale du Centre national de gestion, qui est sous l'autorité du ministre de la Santé, qui avait été épinglé dans le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques lors de l'enquête au Sénat. Et il est épinglé dans le rapport qui est publié le 9 juin 2022. Procédure disciplinaire qui a conduit à ma révocation le 4 février 2023,
à effet immédiat. Je l'ai reçu un samedi. J'ai même pas pu aller récupérer mes affaires personnelles, par exemple. Et 2 jours après, l'Ordre des pharmaciens reçoit un courrier de cette même directrice par intérim qui dit en gros nous on l'a révoqué, mais vous faites quoi? Et elle met en copie François Braun, le ministre de la Santé, et la ministre déléguée Agnès Firmin-Lebaudot, qui est pharmacienne d'officine. Donc en clair, quand vous regardez ce courrier, vous voyez que la directrice du CNG qui m'a révoqué a dénoncé tout simplement l'ordre au ministère de la Santé en lui disant regardez là, ils contemplent, ils font rien. Donc rapidement, l'ordre a ouvert donc une poursuite contre moi et m'a envoyé une plainte. C'est un pharmacien hospitalier qui est le président de ce qu'on appelle, nous, chez nous, la section H, conseil central de la section HH pour hôpital, dont relèvent les pharmaciens hospitaliers, et que ce soit à l'hôpital ou ceux qui travaillent dans les cliniques privées. Alors, à t'entendre, Amine, on a l'impression que c'est l'ordre des pharmaciens qui était accusé et non pas toi, et que toi, tu venais pour. Ouais, en fait, voilà. Et donc, rapidement, si vous voulez, il m'a envoyé, il a fallu 3 envois recommandés pour que j'ai l'intégralité de la plainte qui tient sur 2 pages. Et rapidement, il me demande d'aller voir le rapporteur, alors que d'habitude, quand vous recevez une plainte, vous avez un courrier, il vous dit vous avez tant de délai pour produire tant d'exemplaires de votre mémoire en défense. Ça, rien du tout. Il voulait dès le mois d'avril me recevoir et il m'indiquait que si je ne venais pas voir le rapporteur, il va y avoir une audience dans la foulée. Donc, avec mon avocat maître Thomas Benagès, on a rédigé un mémoire, on leur a envoyé fin mai. Et j'ai reçu la convocation à l'audience. Bien sûr, mon mémoire, il est resté. Le plaignant n'a pas répondu à ma mémoire, bien sûr. Et donc, on a reçu au mois de septembre la convocation à l'audience avec un rapport du rapporteur qui tient sur 1 page et 1/4. Ce rapporteur, qui est pharmacien, il a mis ce que le président de la section H, le pharmacien président de l'ordre, ce qu'il me reproche, et il dit juste Amine Oumi est transmis en mémoire, mais il ne relève aucun moyen, aucun argument qui sont présents dans mon mémoire, qui tient sur des dizaines de pages. Et un mémoire qui est construit à partir des propres écritures, des propres définitions qui sont données par l'ordre des pharmaciens lui-même. Et donc, on a introduit une question jeudi dernier. Moi, j'ai mon avocat. Donc, ils sont arrivés, en fait. Ils ont fait semblant d'ignorer. Ils ont ignoré la question prioritaire de constitutionnalité qu'on a introduite. Ils sont arrivés comme s'ils allaient me juger aujourd'hui, le jeudi dernier. Et là, mon avocat leur a dit c'est simple. C'est soit vous respectez la loi, et d'abord, cette audience, elle va être réservée à la question prioritaire de constitutionnalité, soit on s'en va. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu moi-même, mon avocat m'a laissé le soin de présenter la question prioritaire de constitutionnalité. Et à la fin, le magistrat qui présidait la séance, qui est un magistrat de l'ordre administratif, m'a dit texto, je vous remercie pour cette présentation, j'ai bien aimé, elle était fluide, ça m'a rajeuni, ça m'a rappelé mes cours de droit constitutionnel. Voilà. Et après, il y a eu des questions des pharmaciens. Et les questions, ils ne voulaient pas porter, ils n'ont pas posé des questions sur la QPC, ils voulaient porter les questions sur le fond. Donc on leur a rappelé que la loi vous oblige d'abord à se prononcer sur la QPC, ils doivent rendre une décision motivée, écrite, on transmet la QPC au Conseil d'État pour qu'il la transmette au Conseil constitutionnel, ou on ne la transmet pas, et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut avoir une deuxième audience, et là on va parler du fond. Et voilà comment ça s'est passé. Et à la fin. Je ne suis pas du tout un spécialiste du droit et c'était la première fois que j'entendais les mots QPC, mais est-ce que les pharmaciens du Conseil national, eux, savaient de quoi il s'agissait? Justement, c'est très important comme question, Eric, que tu poses là, puisqu'il y a un pharmacien, puisqu'on a refusé catégoriquement de répondre sur le fond, parce que c'est la procédure, c'est une QPC. C'est quoi la QPC? La QPC, si vous voulez, c'est un contrôle c'est le procès de la loi. Et en l'occurrence,
c'était le procès de la loi qui a organisé la procédure disciplinaire qui a conduit à ma révocation, puisque l'ordre s'appuie sur la décision de ma révocation du CNG pour me poursuivre. Il reprend des éléments. Donc, c'était le procès de la loi qui organisait le pouvoir disciplinaire de la directrice générale du CNG. Et je leur ai rappelé, après moi, il y a un autre chirurgien hospitalier qui est passé devant le conseil de discipline de l'ordre, conseil de discipline du CNG. C'était l'été dernier. Et bien, figurez-vous, il a été suspendu à titre conservatoire pendant plus d'1 an, ce collègue chirurgien. Il arrive, donc la directrice l'avait suspendu à titre conservatoire pendant plus d'1 an, ce qui n'était pas mon cas. Hein. Il arrive devant le conseil de discipline du CNG. Le conseil de discipline du CNG se prononce pour l'absence de sanction. Ils ont dit on ne lui donne aucune sanction. Et cette directrice qui est en roue libre, elle lui colle un blâme, quand même. Et le conseil de discipline du CNG, il est aussi présidé par un magistrat. Ça veut dire que cette directrice du CNG, elle est au-dessus de tout. Elle est au-dessus du magistrat, elle est au-dessus du conseil de discipline. Et donc, j'ai montré que le pouvoir disciplinaire... C'était l'actuelle ou la précédente? Comment? C'était l'actuelle présidente ou la précédente? En fait, moi, la procédure, elle a été ouverte par Ève Parier, Madame Ève Parier. À peine un mois après, elle a démissionné. Après, elle a été reconduite à titre par intérim, le temps de trouver quelqu'un. Après, ils ont nommé une directrice adjointe qui était déjà dans le CNG comme directrice par intérim. Le fin d'année, c'est elle qui m'a révoqué. Et l'actuelle directrice titulaire du poste n'est arrivée qu'après ma révocation. Donc, en fait, ce qui s'est passé aussi, je ne peux pas ne pas le dire, parce que quand je suis sorti du conseil de discipline du CNG, je suis parti, j'avais l'impression d'avoir un avocat, je suis parti sans avocat, et durant toute l'audience, j'avais l'impression que j'avais un avocat, c'était le magistrat lui-même. Le magistrat lui-même, il m'a laissé il me posait des questions, ça a duré quasiment 3 heures. Et à chaque fois qu'il donnait la parole aux autres, aucune question. Et à la fin, le magistrat m'a dit, on sera obligé de vous donner une deuxième audience parce qu'on ne peut pas vous juger aujourd'hui, puisque toutes les questions de droit que vous avez soulevées sont fondées et sont sérieuses. Et donc, il faudrait quand même qu'on vous laisse le temps qu'on traite quand même ces questions juridiques avant. Et je sors, je suis parti relativement serein. Et fin janvier, il y a un infirmier qui travaille à Cholet, à l'hôpital de Cholet. Il s'est retrouvé face à M. Olivier Véran dans l'émission de Cyril Hanouna chez Baba. Et si vous regardez la vidéo, elle a circulé sur TPMP. Éric Mercier. Et en fait, on voit cet infirmier à 3 reprises. Il interpelle M. Véran en lui disant « Mais pourquoi vous refusez un débat avec Amin Oumlil ?» Et cet infirmier, il a été même jusqu'à lui jeter un gant, comme un défi. Le lendemain, mon courrier de révocation est parti. Et donc, la QPC, j'ai soulevé la QPC pour que les gens comprennent, c'est que tout citoyen, à l'occasion d'un procès, qu'il soit au niveau administratif, qu'il soit plaignant ou accusé, au niveau de toutes les juridictions, y compris disciplinaires, il a la possibilité de dire « Vous allez me juger sur la base de cette loi. Moi, je considère que cette loi porte atteinte à des droits et libertés fondamentaux qui sont protégés par la Constitution. Et donc, je soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Parce que ça existe depuis 2009, depuis la loi de 2009 qui a modifié une ordonnance de 58, et parce que avant la publication de cette loi, il n'y a que quelques autorités qui ont le droit de s'interroger sur la constitutionnalité. Donc, avant qu'une loi soit publiée, il n'y a que le président de la République, Premier ministre, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, quelques députés, quelques sénateurs, un nombre, je crois 50 ou 60, je ne me rappelle plus, qui ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. Et les citoyens, c'est après la publication de la loi. C'est le cas ici. Donc là, j'ai démontré que le pouvoir de cette directrice, en fait, j'ai démontré que le ministre et la autorité, le ministre qui était mon adversaire de l'ordre d'enquête parlementaire, il est le supérieur de la directrice du CNG, qui est le supérieur. La directrice du CNG,
elle peut traduire n'importe quel membre du Conseil de l'ordre, qui sont des praticiens hospitaliers comme nous, des pharmaciens, c'est-à-dire ces pharmaciens qui vont me juger, qui ont reçu l'ordre de me juger, eh bien, ils relèvent du pouvoir disciplinaire de cette directrice du CNG. Et j'ai démontré, donc il y a un problème d'impartialité et d'indépendance. Et en plus, comme je vous l'ai dit, cette directrice, c'est elle qui introduit l'accusation et c'est elle qui juge. Le conseil de discipline du CNG ne rend qu'un avis, ce qui est complètement inconstitutionnel. Et en plus, j'ai démontré, preuve à l'appui, avec des exemples précis, que les praticiens hospitaliers sont beaucoup moins protégés que les directeurs d'hôpitaux, par exemple, auprès de la même procédure disciplinaire du CNG. Et donc, il y a une rupture d'égalité. Je vous cite un exemple, mais je ne veux pas me monopoliser la parole. Je vous cite un exemple. Sur le délai de prescription, un directeur d'hôpital, au bout de 3 ans, on ne peut plus lui reprocher un fait. Dans le privé, les salariés du privé, 2 mois, au bout duquel l'employeur ne peut plus poursuivre en discipline un salarié. Un criminel, un violeur, un pédocriminel, un assassin, tout ce que vous voulez, il a 20 ans. Au bout de 20 ans, vous ne pouvez plus rien faire. Un violeur, vous ne pouvez plus rien faire. Eh bien, les praticiens hospitaliers, il n'y a aucun délai de prescription qui est précisé. On voit ici, Amine, l'absence d'impartialité des conseils ordinaux, en tout cas des conseils des pharmaciens, sur les instances de l'État. Hein. Tu as bien spécifié que la directrice du Centre national de gestion prend des décisions toute seule. Qui empoisonnent le conseil des pharmaciens. On va rappeler, c'est probablement aussi le cas pour le conseil des pharmaciens comme pour le conseil de l'ordre des médecins, que l'une des missions qu'on peut retrouver très facilement sur le site du Conseil national de l'ordre des médecins, une des missions du Conseil national, c'est de garantir l'indépendance de la profession médicale vis-à-vis notamment des instances de l'État. Force est de constater, et puis Louis pourra nous en parler aussi en ce qui le concerne, que ça n'est pas tout à fait le cas. Alors, je voudrais juste préciser pour nos auditeurs, on a donc mis Amine au PSG, Louis à l'OM. Le PSG, non seulement c'est parce que tu es intervenu à Paris, mais c'est prévenir, soigner et guérir, une devise des pharmaciens. Et Louis à l'OM, on pense bien également à Marseille, mais à l'ordre des médecins et non pas des pharmaciens. Louis, peut-être que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé pour toi cette fameuse journée du 19. Ouais, merci. Juste, je vais réagir à ce qu'a dit Amine. Il y a cette question du droit qui est centrale parce que c'est elle qui tient notre société, c'est elle qui permet de vivre ensemble, c'est elle qui permet d'administrer effectivement les contre-pouvoirs et les pouvoirs. Or, il transpire que le pouvoir judiciaire lui-même est mis sous tutelle, au fond, d'un pouvoir exécutif et au-delà de pouvoir économique ou médiatique. Puisque voilà, on voit qu'une émission se produit qui met en cause le pouvoir exécutif, poum, Amine est révoqué dans la foulée, quoi. Il y a quand même quelque chose qui va pas. Et ça me rappelle un texte de François Bizot, qui est un auteur qui a beaucoup travaillé chez les Khmers au Cambodge, et qui s'est retrouvé pris dans la tourmente de l'arrivée des Khmers rouges, et qui s'est retrouvé dans un camp avec Douche, c'est-à-dire le second de Pol Pot. Et enfin connaisseur de l'art khmer et de la civilisation khmer, tous les soirs, il discutait avec Douche des fondements de l'Ankar, des Khmers rouges. Il discutait du droit des fondements. Et tant qu'il discute, il reste en vie. C'est un peu les 1001 nuits, si tu veux. Et un matin, il continue à discuter tous les soirs. Il dit non, mais attendez, la QPC, le truc, et il continue à essayer de mettre de la rationalité, de la structure dans quelque chose qui n'en a plus, qui est devenu complètement fou. Mais Douche, à chaque fois, est interpellé et essaye de répondre, essaye de comprendre, etc. Et encore une fois, tant qu'il discute, il n'est pas abattu. Et pendant ce temps, dans le camp, il voit des gens se prendre un coup de fusil parce qu'ils ont renversé un seau d'eau ou parce qu'ils ont fait tomber les bambous, etc. Mais lui survit. Et puis un matin, il se lève, et puis le camp est ouvert. Douche n'est plus là. C'est terminé. Et ça, c'est mon espoir, si tu veux, c'est qu'il faille tenir le droit, malgré tout. Et c'est ce que fait Amine avec beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de brio, d'intelligence et une grande subtilité. Et donc, voilà, toute mon admiration pour ça, parce que même au moment où on a l'impression que ça tient plus, que tous les dés sont pipés, etc., eh ben non, on essaie de reprendre les fondements. Nous avons besoin de ces structures pour vivre ensemble correctement. Alors, pour que les auditeurs comprennent, donc moi je suis médecin réanimateur et la première chose que je voudrais te dire, c'est déjà un énorme remerciement pour tous les soutiens qui ont été donnés et envoyés.
avant même de parler de ce qui s'est passé, du contexte, et cetera. Parce que pour moi, c'est presque le plus important. Ça a été cet, extraordinaire, élan de sympathie et de soutien, avec des gens qui se sont couchés jusqu'à 5 heures du matin pendant plusieurs jours, plusieurs semaines d'affilée, pour colliger des cerfats de témoignages, pour les envoyer au conseil de l'ordre, pour, écrire des lettres, pour envoyer des accusés-réceptions, et cetera. Pour moi, c'est à la fois, infiniment touchant, ça donne de la force et du courage, et en même temps, je sens que c'est aussi une voie très, très juste d'aller retoucher les humains dans l'institution. L'institution est malade, les conseils de l'ordre, et cetera, les différentes juridictions sont très malades. Par contre, les humains qui la composent, eux, sont encore des humains, avec la possibilité d'être touchés. Voilà, et donc ça, à mon avis, c'est un enjeu important dans cette crise, c'est de retourner à ce dialogue direct, qui est finalement le dialogue, médecin-patient. On pourrait dire, on n'est pas dans un système qui décide pour nous. Non, on dialogue, quoi. On retrouve une discussion et on touche le cœur. Alors, pour ce qui est de la comparution, pour bien comprendre, il y a une juridiction particulière pour les médecins, eu égard à leur exercice professionnel ou à leur parole publique, qui est ce qu'on appelle une juridiction d'exception. Ils sont pas, jugés par le tribunal de grande instance ou, un tribunal pénal ou je sais pas quoi. Ils peuvent l'être aussi, hein, mais il y a d'abord une juridiction disciplinaire ordinale, liée à l'ordre des médecins. Et l'ordre des médecins est une structure privée qui accomplit une mission de service public voilà, pour le service public, d'essayer d'organiser les médecins ensemble, puis de veiller à ce qu'il y en ait un pas un qui devienne fou, qui fasse n'importe quoi, qui se mette à prescrire n'importe quoi, et cetera. On pourrait dire que c'est un peu nécessaire, c'est une sorte de coordination des médecins. Et ils ont un pouvoir judiciaire, lié à leur, enfin disciplinaire en l'occurrence, lié à leur statut, qui leur permet de mettre des sanctions. Et comme dans le droit, vous savez, il y a une première instance, une deuxième instance en appel, puis après on juge en cassation sur la forme, et cetera. Bah, là, c'est un petit peu pareil dans la juridiction disciplinaire. Amine me corrigera si je dis des bêtises, mais il y a une première instance qui est locale au niveau régional, qui que ce soit qui ait porté la plainte. C'est le conseil régional, le CROM, le conseil régional de l'ordre des médecins, qui va juger. Et puis il y a une deuxième instance, qui est, au niveau national, et puis ensuite il y a le recours final qui est le Conseil d'État. Là, on était en première instance sur une plainte portée par le Conseil national de l'ordre des médecins, c'est le CNOM. Le CNOM, vous savez, Patrick Bouette, tout ça, ça vous dit quelque chose? Allez gratter un petit peu, allez regarder. Peut-être vous avez lu le rapport de l'IGAS, sur le Conseil national de l'ordre, vous avez lu le rapport, de la Cour des comptes, et cetera. Vous pouvez déjà vous faire une petite idée de comment ça marche et qu'est-ce que c'est que ce Conseil national de l'ordre des médecins? Hem Et c'est le Conseil national des médecins qui porte plainte, pas du tout sur mon exercice professionnel. Il y a rien à dire sur mon exercice professionnel, mais sur ma parole publique. En disant, bah, voilà, il met en danger la profession de médecin, il fait prendre des risques aux citoyens, il met en danger la vie des gens, parce qu'il fait la promotion de traitements insuffisamment éprouvés, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine. Il est apparu dans un film complotiste Hold Up et il n'a pas demandé à être retiré du film, c'est insupportable. Bon, c'est pas tellement ce qu'il dit qui est un problème, c'est le fait qu'il refuse de se retirer du film. Hem Et puis enfin, il a parlé des effets secondaires des vaccins anti-Covid et notamment, des troubles du cycle menstruel et des risques pour la fertilité. Bon, en fait, moi je suis assez d'accord avec l'ensemble des choses qui se sont passées sur les faits. Par contre, je suis pas d'accord avec comment ils sont interprétés et est-ce qu'ils font partie des griefs. En l'occurrence, on est face à ce qu'on appelle une dénonciation calomnieuse et un obstacle, comment on dit exactement? Un obstacle à la liberté d'expression. Heu, donc il y a une plainte pénale qui va partir contre le Conseil national de l'ordre de ma part pour, entrave à la liberté d'expression et de l'autre côté, le dénonciation calomnieuse. Parce qu'il y a pas de fond, il y a pas de preuve, il y a rien qui est dit, c'est juste un inventaire à la Prévert des différents, articles du conseil du code de déontologie, et derrière, il y a rien. Donc c'est un procès politique. Ah voilà, on vient de dire le mot, c'est pas un procès qui a à voir avec le droit, c'est un procès politique et ça, c'est compliqué dans un pays quand il commence à y avoir des procès politiques, c'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'il y a une sorte de dérapage, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de penser autrement. On n'a pas le droit à la contradiction. Et pour moi, le cœur de la question sur cette instance disciplinaire est effectivement déontologique. Déon en grec, c'est ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'un médecin, praticien hospitalier de surcroît, dont la mission est de, faire de la recherche, du soin et de l'enseignement, est fondé ou non
à aller porter une parole en contradiction des recommandations de cette tutelle institutionnelle? Ou est-ce qu'il ne l'est pas et qu'il ne doit pas? Bah, peut-être qu'on peut réfléchir. Peut-être qu'un médecin qui a des conflits d'intérêts, qui les annonce pas, qui a un profit symbolique ou financier à prendre la parole, qui parle contre des recommandations qui ont été faites de manière, balancée, équilibrée, dans un processus démocratique, de démocratie sanitaire, conforme à la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, hem, que, il vient critiquer de manière prudente, en disant les bonnes choses et les mauvaises choses. Enfin, il vient critiquer de manière non prudente en disant, en bloc: «Tout ça, c'est de la merde, c'est tous des enfoirés». Le tout dans un contexte d'extrême urgence sanitaire où, on risque tous de mourir. Alors peut-être, ouais, le praticien hospitalier n'est pas fondé à parler, et qu'il doit remettre à plus tard sa critique et sa contradiction ou en tout cas la mettre différemment. Mais sauf que moi, c'est pas ça que j'ai fait. J'avais pas de conflit d'intérêts, j'ai pas eu de profit symbolique, et financier. J'ai dû arrêter ma carrière. J'étais dans un processus, pour devenir docteur, en sciences, en éthique et en gros, le Covid a ruiné ma carrière et la prise de parole publique a ruiné ma carrière. Donc j'ai aucun profit là-dessus. J'ai exercé une parole plutôt équilibrée, et au soutien de ça, on a mis tous les verbatims, en fait, des vidéos que j'ai fait, disant que, mes collègues avaient bien fait, que plein de choses, que les ARS avaient très bien décliné l'ouverture et la fermeture des lits à Marseille et cetera. J'ai pas critiqué en bloc. Hem, le Pareil j'étais pas ni pour ni contre quoi que ce soit. Quand, il s'est agi des masques, et je l'ai redit à l'audience, évidemment, j'ai mis un FFP2 pour intuber des gens, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il faut mettre un FFP2 sur son paddle quand on part, tout seul sur la mer, à Marseille, ce qui s'est passé, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut mettre un masque pour aller faire pipi et qu'on a le droit qu'il faut l'enlever pour finir sa mousse au chocolat au restaurant. Ça n'a rien à voir avec la santé, ça n'a rien à voir avec la médecine, ça n'a rien à voir avec la science. Et évidemment, un citoyen est fondé à le critiquer. Donc, ces recommandations, elles ont été établies de manière, confuse, extrême, sans processus démocratique, le tout dans un contexte d'urgence toute relative puisque à la fin l'épidémie, a une létalité de 0,095 selon Ioannidis pour les 0 à 69 ans. Hem Et donc en faisant une grippe d'intensité moyenne à modérée, voilà, finalement, je pense que dans ce cas-là, le médecin est fondé à parler. Au contraire, et il doit parler. Ce qu'a dit Amine plusieurs fois, quoi, dans la logique du lanceur d'alerte, et il doit être protégé dans sa parole. Une autre chose, c'est que moi, j'ai été d'emblée poursuivi de manière disciplinaire par le Conseil national de l'ordre, mais normalement, il y a ce qu'on appelle une discussion confraternelle avant. C'est l'usage. C'est même une obligation pour ceux qui ne sont pas des praticiens hospitaliers. Alors pour un praticien hospitalier, ils peuvent, le Conseil national de l'ordre peut s'en passer, mais normalement, c'est une obligation. En tout cas, c'est l'usage pour tout le monde. Et on peut penser que c'est évidemment, avant de poursuivre quelqu'un, on discute avec lui. On dit: «Bon loulou, on a ton numéro de téléphone et cetera. On voit que tu parles publiquement. Est-ce que tu voudrais bien faire attention?» Et il y a jamais eu ça. Par contre, il y a eu à 3 reprises avec mes tutelles hospitalières, avec ma directrice hospitalière avec qui j'ai une relation amicale en fait, et qui m'a dit d'emblée: «Fais attention, dis bien que tu parles pas pour l'hôpital, annonce bien tes conflits d'intérêts». Moi, j'ai pris son conseil, hein, et je l'ai fait à chaque fois. J'ai dit: «Je ne parle pas pour mon institution, je parle en mon nom propre». J'ai annoncé mes conflits d'intérêts. Une 2e fois et une 3e fois avec la direction générale de l'hôpital et avec CME, c'est la présidence de CME, de commission médicale d'établissement. À chaque fois, au sortir de ces réunions, il a été établi que j'étais fondé à parler, que je pouvais parler, que je respectais les règles déontologiques de la parole publique et que j'annonçais systématiquement que je ne parlais pas pour l'institution. À tel point que François Crémieux a même fait un mail. Il m'a envoyé un mail pour dire: «Excusez-moi, l'image publique que j'ai pu avoir était probablement fausse. Maintenant que je vous ai entendu, je comprends mieux, je vois que c'est très mesuré et cetera. Merci de prendre la parole». En gros, il l'a dit comme ça. Hem Donc, à la fin, je suis poursuivi par le Conseil de l'ordre de manière très politique et très vindicative, sans preuve à l'appui. Sur tout ce qui est science, en gros, ils ne répondent pas et mon mémoire fait maintenant plus de 650 pages, les différentes versions et allers-retours du mémoire. Il n'y a pas une seule réponse sur la question scientifique. Sur la question de l'hydroxychloroquine, en 2023, tenez-vous bien, 2023, le Conseil national de l'ordre continue à citer l'étude de Mera et Alter dans le Lancet au soutien de l'interdiction de l'hydroxychloroquine. Je vous rappelle que c'est une étude qui a été rétractée, qui a été faite par un groupe qui s'appelle Surgisphère, dont la secrétaire est une ancienne actrice porno, et qui sont 96 000 patients simplement inventés. Enfin voilà, donc je vous refais pas le tout, excusez-moi, je prends trop longtemps la parole. Tout ça pour vous dire que
Bon, ça a pas beaucoup de sens et à la fin, la décision, elle peut avoir ni avec la science, ni avec la déontologie. Elle aura à voir avec la peur du Conseil national de l'ordre face à tout ce qu'ils encourent aujourd'hui de poursuites. Alors moi, j'aimerais bien vous entendre l'un et l'autre sur la façon dont les pharmaciens d'un côté, les médecins de l'autre côté, dans vos ordres respectifs, ont reçu votre message. Est-ce que vous aviez senti de l'animosité ou est-ce que vous étiez allé aussi avec une main tendue, que cette main tendue vous a été retournée? Amine, d'abord. Oui, j'aimerais juste rebondir sur ce que vient de dire lui, parce que je suis un peu intrigué là, par ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que sa direction n'a pas d'animosité envers lui. Alors, je ne sais pas pour les médecins, mais il me semble que c'est la même chose. Pour les pharmaciens, sache, lui, il faudrait que tu vois avec ton avocat, et je pense qu'il a dû le soulever, tu ne peux pas être traduit devant une chambre de discipline s'il n'y a pas l'autorisation administrative de ton administration, de ta direction. Il faudra absolument que tu vois avec ton avocat pour qu'il demande à l'Ordre national des médecins qui portent plainte contre... Non, pour qu'il demande à la chambre de discipline du CROM régional qui te poursuit, est-ce que dans ton dossier disciplinaire, il y a l'autorisation administrative de la direction qui autorise ta traduction en chambre de discipline? Si elle n'y est pas, il y a un gros problème. Ils ne peuvent pas te traduire. Mais ça, c'est à vérifier auprès de ton avocat. Alors, sur les pharmaciens, l'ambiance... Alors d'abord, évidemment, je n'ai pas du tout parlé de toute l'ambiance qui a eu lieu à l'entrée du Conseil national des pharmaciens, qui est implanté dans le parc Monceau, dans le magnifique parc Monceau. On est arrivé, il y avait énormément de monde, vraiment un soutien énorme, et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des personnes qui étaient là. Vraiment, c'est un accueil très chaleureux. Il y avait des vigiles. Salut au passage toute ton équipe de Cholet qui a organisé ce happening. Il y a un formidable collectif Santé Mauges qui est à l'œuvre dans le Choletais, en lien avec tous les collectifs des Pays de la Loire. Et c'est un collectif qui est pacifique. C'est un collectif qui a de très bonnes relations avec le maire de Cholet, avec le commissaire de Cholet, le commissaire de police. Les policiers, ils les accompagnaient à l'époque lors les samedis après-midi. Il y avait une très bonne relation avec la préfecture, etc. Et c'est un collectif qui est vraiment composé de soignants et de non-soignants, médecins, pharmaciens, infirmiers et de non-soignants. Et ils étaient là, toujours, ils ont toujours été là. Et si vous voulez, on est arrivé, il y avait des vigiles, il y avait des policiers extrêmement courtois. On était très bien reçus par l'ordre des pharmaciens, vraiment, je tiens à le dire. Et l'audience, donc, je n'ai pas répondu à ta question tout à l'heure, Eric. Quand j'ai parlé de la QPC, il y a un pharmacien, à la fin, il m'a dit, mais oui, mais c'était le premier pharmacien à nous sortir une QPC. Et là, j'ai fait le lien tout de suite, parce que fin septembre, j'étais dans le colloque de l'Association française au droit de la santé, auquel je suis membre depuis plusieurs années, et il y avait un confrère à moi, professeur de droit pharmaceutique, et qui était un éminent membre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il n'y est plus depuis 3 ans, mais c'est lui quasiment qui a structuré toute la partie juridique du Conseil national, pas de celle qui me poursuit, mais du Conseil national. Et ce pharmacien, quand il est venu s'exprimer lors du colloque, non pas au nom de l'ordre, mais il a relaté son expérience propre, il nous a dit que l'ordre des pharmaciens, il a évolué et il nous a décrit la tête des pharmaciens lorsque la présidente des chambres de discipline a été prise par un magistrat. Avant, c'était un pharmacien qui présidait. Et donc, c'est la même chose pour l'ordre des médecins. Et donc, il y a une évolution. Et il y a aussi les avocats qui sont arrivés dans les chambres disciplinaires. Ils ont apporté l'arsenal juridique que seules les juridictions administratives et judiciaires avaient l'habitude. Et bien là, je leur ai dit aussi, quand il m'a dit, mais la QPC, pourquoi il n'y a que toi qui soulève ça? Je leur ai dit, il y a un début à tout. Et je leur ai cité l'exemple de l'ordre des médecins qui venait, il y a quelques semaines, de prendre sa première QPC. L'ordre des médecins a accepté récemment une première QPC qui a dû la transmettre à l'ordre. Donc je leur ai dit, vous ne pouvez pas
vous prononcer sur le fond tant que vous n'êtes pas prononcé sur la QPC. Et s'ils le font, tout le monde verra que l'Ordre des médecins n'a rien à faire, il s'assoit sur l'article 61 de la Constitution qui permet à tout citoyen de soulever une QPC. Donc, et à la fin de l'audience, le pharmacien qui a porté plainte contre moi, on s'est serré la main, on a discuté comme si on était des copains. Et il est sorti, ils ont laissé rentrer une dizaine de personnes, dont des journalistes. Il y avait une maman qui a perdu sa fille, la maman d'Eva, et qui était dans la salle aussi. Michel Musso. Je ne sais pas son nom, mais en tout cas, c'est une maman d'Eva. Et donc, du coup, ils ont vu, ils étaient un peu frustrés. Moi, j'étais aussi le premier frustré de ne pas rentrer dans le fond, parce que ma défense sur le fond, comme tu le sais, comme vous le savez, ils l'ont déjà par écrit. Et il n'y a eu aucune réponse, aucun échange de mémoire là-dessus. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais lui, il a porté plainte contre moi, le pharmacien, mais moi aussi, j'ai porté plainte, c'est ce qu'on appelle une plainte reconventionnelle. Pour l'instant, je veux que ça se résout auprès de l'ordre, on va dire, on va laver nos problèmes en famille, et évidemment que s'il ne respecte pas moi, je vais, comme il l'a dit lui, je vais déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse, parce que s'il y a un seul grief, un seul, qui n'est pas exact, eh bien, la caractérisation de la dénonciation calomnieuse, elle est faite. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore avec l'ordre, étant donné qu'ils ont eu une pression, étant donné qu'ils ne m'ont jamais inquiété, etc. Je vais leur laisser une chance. Comme dit lui, moi, mon but, ce n'est pas de dézinguer l'ordre ou les institutions. Le but, c'est de les ramener lorsqu'on rentre sur un terrain de football, l'OM-PSG, on ne rentre pas, ou sur un tatami pour faire, lui, je crois, j'ai cru comprendre qu'il fait de l'aïkido, moi je fais de karaté de Shotokan. Quand on rentre, il y a des règles, il y a des juges impartiaux, il y a un terrain qui est praticable, qui n'est pas pourri, il y a un tatami qui est propre. Donc là, il faut assainir les procédures disciplinaires, il faut que le support juridique soit sain. Si on arrive et vous avez un rapporteur qui ne reprend même pas mes arguments, là, c'est mal barré déjà. Donc là, s'il ne se prononce pas sur la QPC, là, ça va vraiment porter une atteinte à l'image de l'ordre. Et le président de l'ordre, je vous disais à la fin, pour le délibérer, on est sorti, il est venu discuter, il y avait les policiers, tout ça, même les policiers, ils m'ont dit, mais on n'a jamais vu ça. Allez, il y a beaucoup de monde et les gens sont venus, merci, comme pour lui. Merci, 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 merci. Donc, ils ont vu que les écritures de l'ordre nous appellent à exercer dans l'intérêt du public. Il faut savoir, comme pour l'ordre des médecins, nous, on a le premier article du Code de déontologie dans leur partie législative. La mission de l'ordre, c'est la protection de l'indépendance des pharmaciens et de la protection de la santé. Il y a une phrase, notamment la sécurité des actes professionnels. Et un deuxième article, le juge de la légalité et de la moralité professionnelle. Et moi, je leur ai versé que leurs propres écritures. La loi a investi. Il y a aussi j'ai versé dans mon dossier un communiqué de presse de l'Ordre des médecins de l'ancien président de 2011 qui dit on ne veut plus que l'affaire Mediator se reproduise et donc il faut que la parole des médecins soit critique à l'égard des institutions. J'ai un communiqué de presse, lui, si jamais ça ne suffit pas ce que tu as donné, j'ai ce qu'il faut. C'est un écrit du président de l'Ordre des médecins en 2011 qui appelle les médecins à critiquer les institutions. Pharmacien, loi, indépendant professionnel. Cette indépendance dit l'ordre des pharmaciens. Je leur ai versé les écritures des présidents des ordres des pharmaciens, qui dit que le pharmacien et le médecin, ils sont investis de cette indépendance, non pas pour leur confort, la preuve, comme dit lui, nos carrières sont bousillées, eh bien, c'est pour la protection du public et pour garder sa confiance. Donc, merci, Amine. S'ils ne comprennent pas ça, là, j'ai l'impression, dans le dossier,
Il me reproche quoi? Il ne reste plus rien. Il me reproche de ne pas avoir soutenu la politique vaccinale contre le Covid. Et il me reproche le nouvel argument qui est sorti de nulle part, que j'ai découvert dans la décision de ma révocation du CNG, qui n'a jamais été soulevé auparavant. C'est que j'ai utilisé le blog de l'hôpital pour diffuser l'information. Or, c'était mon boulot. Et donc, qu'est-ce qu'il ressort? Il ressort que j'ai versé dans le dossier, j'ai pris l'article qu'il me reproche, j'ai donné la définition de cet article donnée par l'ordre lui-même, et j'ai déroulé comme ça, et il ressort de, quand vous lisez mon mémoire, l'ordre, le président, dans sa plainte, il évite l'alinéa sur le charlatanisme. Et moi, je le sors, l'alinéa sur le charlatanisme, je donne la définition du charlatanisme telle qu'elle est écrite par l'ordre des pharmaciens, et je démontre que ce n'est pas moi, que si j'avais suivi, c'est comme ça que je l'ai écrit, que si j'avais suivi la communication institutionnelle des autorités, la communication, je parle, pas ce qu'ils ont publié. Ce qu'ils ont publié, c'est correct, mais ce qu'ils ont dit dans les médias, qui est en décalage avec leur publication, si j'avais suivi cette communication, l'ordre était en droit de me poursuivre pour charlatanisme. Et si vous voulez, tout ça, je n'ai rien versé dans le dossier que les écritures de l'ordre. Parce qu'en fait, dans sa plainte, il dit que j'avais dit dans la presse que l'ordre nous a toujours ordonné de s'opposer à des choix publics ou privés qui vont à l'encontre de l'intérêt des personnes. Et là, il me dit, on n'a jamais dit ça, et il me sort un communiqué de presse de septembre 2021, après l'obligation vaccinale contre le Covid, qui effectivement encourage l'obligation vaccinale. Il interdit à tout pharmacien, donc il menace les pharmaciens de poursuite en cas de non-vaccination contre le Covid, et il menace les pharmaciens de poursuite s'ils s'expriment publiquement. Moi, j'étais en position de m'exprimer publiquement via le CETIAP, via le Centre territorial d'information, sur lequel je m'exprime depuis 2015, sans jamais causer de problème. Et donc, ce communiqué de presse, je l'aurais mis dans le mémoire aussi, ça sera sur la question du fond, ça. Le communiqué de presse, il interdit aux pharmaciens d'alerter. Il interdit, donc, il impose aux soignants, médecins, pompiers, soignants et pompiers, etc., toute la catégorie des professionnels soumis à l'obligation de se vacciner. Il s'est passé quoi avant, juste avant, l'été? Il s'est passé quoi? Il s'est passé que l'ANSM a reconnu le caractère potentiellement l'existence des myocardites et des péricardites troubles cardiaques. Il s'est passé quoi récemment dans l'autorisation de mise sur le marché? Il s'est passé que le laboratoire admet, il intègre dans l'autorisation de mise sur le marché le caractère mortel. Il y a eu des cas d'issue fatale de myocardite et de péricardite. Donc, vous avez l'AMM actualisé. Il existe un risque accru de myocardite et de péricardite qui surviennent le plus souvent, c'est des hommes jeunes, c'est-à-dire des hommes jeunes en bonne santé dont ils n'avaient pas besoin du vaccin. Des cas ont nécessité des soins intensifs, des cas ont eu une issue fatale. Autrement dit, l'obligation vaccinale, c'est comme ça que je l'interprète, elle a imposé un produit dont on savait, dès l'été 2021, puisque ça a été reconnu par l'ANSM, et les premiers signaux de signaux potentiels dataient de avril 2021, et on vient l'été d'après imposer une obligation vaccinale avec un produit potentiellement mortel. Donc je ne sais pas si vous réalisez dans quel cadre va se situer le débat au fond, et j'ai rappelé à la fin ce que dit la loi sur ceux qui veulent étouffer les alertes. C'est clair et net, il y a des dispositions dans la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, il y a des dispositions dans le code pénal, donc on verra. On verra sur le fond, c'est tout ça qui va être, et je vais apporter la démonstration. Que je n'ai fait, je l'ai apporté dans mes écrits. J'arrêterai là. Donc, j'ai apporté la preuve que je n'ai fait que relayer le constat des autorités sanitaires et politiques, aux autorités de santé, ANSM, EMA, le ministre Olivier Véran dans ses écritures au Conseil de l'Ordre, par exemple, le ministère de la Santé de ce qu'ils nous ont envoyé. Donc tout ça, ça a été confirmé par l'OPEX. En un mot,
l'essai clinique n'a apporté la preuve d'une efficacité ni sur les formes graves, ni sur la transmission virale. Peu de recul sur les effets indésirables. L'OPEX confirme, l'OPEX ajoute que les personnes se sont plaintes, les victimes qui ont été auditionnées, que leur consentement n'a pas été respecté, qu'ils n'ont pas eu, ils n'étaient pas en position de prendre un consentement libre et éclairé, et que des personnes touchées par des effets indésirables sont trop marginalisées. C'est l'OPEX qui l'écrit, trop marginalisés. Ils sont dans un système d'errance médicale qui dit ne pas reconnaître leur souffrance. Ça veut dire qu'on ne peut pas les prendre en charge correctement. Ils sont en errance médicale, ils sont abandonnés. Donc, tout ça, ça va être dans le fond. Deux, ce que j'ai démontré, que même si les autorités n'avaient pas publié les données telles qu'elles devaient les faire, ce qu'ils ont fait, donc en révélant leurs données, publiées dans leur site, auquel le public ne sait pas accéder, ce qui était mon rôle de rendre accessible ce qui est publié par les autorités, en faisant ça, eh bien, j'ai révélé au public le double discours des autorités. Ils publient des choses correctes, mais quand ils viennent aux médias, ils disent l'inverse. Ils disent que tout va bien. Et pas plus tard que récemment, notre ministre, Aurélien Rousseau, dit carrément il n'y a pas d'effet indésirable. Carrément. Donc là, on marche sur la tête. Donc, à supposer même que les autorités n'ont pas publié les données correctes. J'avais le droit et l'obligation, tout comme lui, étant donné qu'on a des pharmaciens, des médecins investis d'une indépendance professionnelle, nous avions le droit et l'obligation de faire notre propre analyse. Et je vous rappelle à ce sujet que les recommandations des autorités sont présumées conformes aux données acquises de la science, mais c'est une présomption simple, c'est-à-dire qu'on a le droit de la renverser par la preuve contraire lorsqu'on a cette preuve. Donc, on avait l'obligation, et l'Ordre des pharmaciens l'a très bien écrit, que lorsque le pharmacien constate des choix publics, c'est le gouvernement, ou privés qui vont à l'encontre de l'intérêt des personnes, le pharmacien doit bloquer. Et on a un article dans le code déontologie, c'est l'article 61. Louis Fouché prescrit une ordonnance. S'il y en a un qui peut bloquer son ordonnance, c'est le pharmacien. Le seul qui peut bloquer une prescription médicale, c'est le pharmacien. C'est-à-dire qu'il y a un article, si le pharmacien juge personnellement, tout seul, que ça représente un danger pour un patient, le pharmacien doit refuser de dispenser de médicaments. Donc, avec, si j'ai bonne mémoire, quand même la nécessité pour le pharmacien d'appeler le praticien pour lui expliquer pourquoi on est d'accord, ça se passe toujours. Moi, ça ne m'est jamais arrivé de refuser de délivrer un médicament. En général, on constate une anomalie dans une ordonnance, on appelle le médecin, on fournit les preuves mutuelles, on discute, ça se passe toujours très bien. Et moi, j'ai des avis pharmaceutiques écrits du médecin, quand je leur faisais et je leur transmettais les preuves, en général, les médecins changeaient la prescription. On va laisser Louis réagir là-dessus. Amine, juste une chose, tu parlais du charlatanisme. Effectivement, je pense que la cible du mot charlatanisme va changer entre celui qui acceptait de prescrire des traitements précoces, même s'ils n'étaient pas recommandés par les instances sanitaires, plutôt que du paracétamol qui, lui, n'a jamais fait la preuve de son efficacité dans quelconque pathologie infectieuse. Je vais quand même rappeler ce que tu avais dit à la sortie du Conseil de l'Ordre. Tu l'as dit clairement, hein, je n'ai fait que mon travail. Si je m'étais tu, je n'aurais pas fait mon travail. Si j'avais dit l'inverse de tout ce que je vous ai dit, je vous aurais menti. C'est exactement ça. Très beau résumé de tout ce que tu nous as dit à ta sortie à Paris. Louis, est-ce que tu veux bien intervenir sur ce que tu as entendu et puis aussi peut-être nous dire comment ça s'était passé à la sortie? Est-ce que toi, tu avais aussi une sorte de main tendue de la part des médecins du Conseil de l'Ordre à Marseille? Et puis peut-être aussi des suites, parce qu'il me semble qu'il y a eu des dossiers qui ont été déposés dans les différents Conseils de l'Ordre et les ARS ce même jour. Oui, alors la première chose qui m'apparaît en écoutant Amlil, c'est finalement l'opportunité qui est donnée par ces instances disciplinaires de remettre en place une rigueur logique importante. Et Amine est exemplaire là-dessus. Il remet les choses de manière complètement rationnelle et logique, où évidemment on voit toutes les contradictions et tous les manquements qui ont pu avoir lieu, et pas du tout du côté d'Amine, mais du côté de nos tutelles institutionnelles. Et donc j'espère, moi, que cette discussion sur le fond, elle pourra avoir lieu et elle pourra amener à un vrai questionnement sur tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Normalement, après n'importe quelle crise, on fait un débrief
après n'importe quel événement indésirable dans un hôpital, on fait une analyse systémique. C'est-à-dire qu'on convoque les gens autour de la table et on discute, on dit: «Bon, est-ce qu'on fait pareil le prochain coup ou est-ce que, il y a des trucs qu'on a un peu merdés et il faudrait faire différemment?» Bah, la Covid, qui était censée être une des plus grosses crises qu'on ait connues ces 50 dernières années, n'a donné lieu à aucun débriefing pour le moment. Ça paraît quand même très étonnant. Alors que vous soyez militaire, médecin, pharmacien, administratif ou qui que ce soit, normalement vous vous mettez autour d'une table et vous discutez. Bah, moi, c'est un petit peu mon espoir avec ces différents moments, disciplinaires, c'est qu'au fond, plus le temps passe et plus ils apparaissent absurdes, plus ils apparaissent non fondés, plus ils apparaissent comme des espèces de jugements politiques à l'emporte-pièce. Plus ils lèvent les masques sur certaines structures. Le CNG, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la directrice du CNG qui s'assoit, comme dit Amine, sur les décisions de son propre groupe? Qu'est-ce que c'est le Conseil national de l'ordre et les gens qui y sont, qui s'assoient sur le droit, qui s'assoient sur les décisions de première instance? Il y a eu un moment très intéressant dans ma comparution ordinale, un moment où l'avocat de l'accusation, qui était seul, hein, c'est-à-dire il n'y avait personne du Conseil national de l'ordre. Donc vous pouvez imaginer que les gens du Conseil national de l'ordre, alors même qui potentiellement la décision qui va avoir lieu est de nature à ce que je ne puisse plus exercer mon travail, par exemple, pour une suspension, etc., ne sont même pas venus tenir l'accusation droit dans les yeux. Et là, on reparle d'arts martiaux, quoi. Normalement, vous venez au combat, quoi. Vous envoyez pas un sbire pour vous battre à votre place. Sinon vous êtes un lâche, quoi. Vous êtes proprement un pleutre et c'est inadmissible. Bon, Le 20 septembre, le 20 octobre pour Andrea Vicol, donc le lendemain, c'était l'avocat qui n'était pas là. Il y avait que le médecin du Conseil national de l'ordre, qui d'ailleurs ne connaissait pas les traitements précoces. Il nous a demandé ce que c'était que l'intermectine. Je ferme la parenthèse, c'était assez rigolo. Ouais, c'est ça, hein. Donc on est toujours frappé en fait d'un niveau d'ignorance très, très important de la part de l'accusation elle-même et je pense qu'il faut pas négliger ce côté-là. Beaucoup de gens qui voient un machiavélisme, une sorte de méchanceté et cetera, mais il y a aussi des gens qui sont enfermés en silo idéologique et qui n'ont eu accès à aucune information et pour qui les informations qu'on leur apporte sont de nature à les mettre en danger, au niveau institutionnel parce qu'effectivement ça voudrait dire, bah, on n'est pas légitime dans la place qu'on occupe. Hem Et puis à les mettre en danger même de manière administrative et pénale, parce que ça veut dire on a soutenu des décisions, des politiques publiques qui au fond n'étaient pas de nature à satisfaire au bien commun. Là, ça veut dire que quand un Amin Umbril arrive et leur dit: «Les gars, ça va pas, hein?» Ça les met en danger. Ça les met en danger parce que si ce jalon-là est posé, dans toutes les procédures pénales qui vont avoir lieu ensuite, probablement ils seront mis en défaut. Alors juste, je reviens sur l'audience elle-même, bah, comme Amine, il y a eu énormément de soutien et ça, bah, voilà, ça fait chaud au cœur et tout ça et en même temps, ce qu'on s'était dit, dans les jours précédents et dans les semaines précédentes, c'est que bon, l'histoire du docteur Fouché, au fond, c'est une anecdote, on s'en fout un peu, quoi. Comment est-ce qu'on pourrait faire que les emmerdes du docteur Fouché puissent profiter au bien commun? Comment on pourrait faire pour que l'énergie qui est là pour le soutenir, puisse au fond, servir à bien plus grand que ça? Parce qu'il y a énormément d'énergie et qu'elle est capable de transformer l'essai. Heu et on s'est dit qu'on allait créer un collectif qui s'appelle les Enfants d'Hippocrate, collectif pour des thérapeutiques sûres et efficaces. Bon, il y a un enjeu, hem, rhétorique là-dedans, hein, les enfants, c'est inattaquable. Hippocrate, bon, bah, voilà, on est sur le fondement déontologique et de la pratique médicale. Des thérapeutiques sûres et efficaces, bon, on vous a bourré le mou avec les thérapeutiques sûres et efficaces depuis 3 ans, donc n'importe qui, qui entend ça, poum, il tilt au niveau hypnotique, dit: «Ah oui, oui, c'est sûr et efficace, tout va bien». Mais sous-entendu, nous sommes un collectif pour dézinguer sont fourgués en permanence avec l'utilisation de nos tutelles institutionnelles pour essayer de nous les rendre obligatoires ou d'en faire la promotion. Et donc, c'est notre rôle citoyen dans le cadre de la démocratie sanitaire, conformément à la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades qui institue cette démocratie sanitaire et qui dit bah, les patients, les médecins, les pharmaciens, les gens qui sont les acteurs du système de santé sont au fond complètement légitimes à venir mettre leurs mots, à dire leurs mots. Les tutelles doivent pas être en roue libre avec des décisions descendantes depuis la tête jusqu'en bas, mais évidemment, il doit y avoir une force qui revient depuis la base jusqu'à la tête pour transformer les décisions publiques et qu'on garde ce qu'on appelle l'intégrité de la décision publique, quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, parce que la décision publique n'est pas du tout intègre. Et donc ce collectif, il s'est donné pour mission finalement d'essayer de réouvrir la table des négociations et de discussions pour aller faire une sorte de lobbyisme auprès de toutes nos tutelles institutionnelles, avec un objectif stratégique à moyen terme qui est très clair et qui est double. D'un côté, faire retirer du marché
On est simple là-dessus. Il faut faire retirer du marché ces produits. Ils sont voilà, et là, on a toutes les preuves au soutien de ça. Et j'ai aucun problème à le dire publiquement, hein. Je ne vais pas encourir aucune sanction vis-à-vis du Conseil de l'ordre ni rien pour ce que je viens de dire là. J'ai toutes les preuves et nous avons toutes les preuves pour dire ces produits sont pour être laissés sur le marché. Voilà. Donc ça, on est au clair là-dessus. Qui est-ce qui décide ça? L'ANSM. Vous ne pouvez pas discuter avec l'ANSM. L'ANSM est un punching ball qui est là exprès pour servir en gros de défouloir, d'épouvantail final sur toutes les procédures qui seront entreprises. Et tout le monde aura les mains propres, le gouvernement, les conseils de l'ordre, etc. Parce que c'est l'ANSM qui décide, et l'Agence européenne du médicament, qui décide si on met sur le marché ou pas. Bon, bah, comment faire? On fait une sorte de jeu de Go, on entoure l'ANSM. Vous savez, le jeu de Go, c'est un jeu d'encerclement. On va encercler la NSM en allant rediscuter avec toutes les tutelles institutionnelles intermédiaires, le Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil national des pharmaciens, l'ARS, les ARS, les directions hospitalières, la Direction générale de la santé, le ministère de la santé, etc., jusqu'à ce que la NSM ne puisse plus faire semblant et ne puisse plus dire, comme le ministre de la Santé, comme Amine l'a dit, comme le ministre de la Santé, non, ces thérapeutiques n'ont aucun effet secondaire. Non, ça, c'est pas possible, en fait, en 2023. Vous pouvez plus dire ça. On va vous donner une claque sur le nez à chaque fois que vous le direz. Parce que c'est juste, voilà, c'est juste pas correct, en fait. Donc ça, c'est le premier objectif. Et comment on obtient d'aller à cet objectif? Bah, c'est d'essayer de se rasseoir autour d'une table en disant à toutes les tutelles institutionnelles, on vous dépose un dossier technique sur la qualité, l'efficacité, les effets secondaires et les process. Et on le dépose avec un huissier. Et puis on vous dit, maintenant vous l'avez vu, vous pouvez plus faire semblant que vous l'avez pas vu. Vous êtes au courant. Vous ne pourrez pas dire que vous saviez pas. Et on vous demande, dans le même temps, de réunir une commission de réflexion pluridisciplinaire et contradictoire qui admet des experts extérieurs que nous, on va vous proposer pour réfléchir autour de ces sujets-là. Si vous le faites, à la fin, peut-être vous pourrez dire, on a été responsable mais pas coupable. Vous pourrez dire, on a fait un effort, on a réouvert le dialogue, on ne savait pas au début, on nous avait dit des bêtises, les tutelles institutionnelles techniques, on croyait ce qu'ils nous avaient dit. Mais si vous ne le faites pas, par contre, vous serez responsable et coupable dans toutes les procédures pénales qui vont avoir lieu maintenant. Donc l'idée, c'est à la fois d'établir un rapport de force et de rouvrir une porte de sortie à un dialogue. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que aujourd'hui, on a en France des collectifs de citoyens, de victimes d'effets secondaires, dont tout le monde se fout. Personne n'en a rien à foutre au sein de la profession médicale, pharmacienne et des tutelles institutionnelles. Donc ces gens-là n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils vont crier sur Twitter, j'ai perdu mon cycle, j'ai perdu mon enfant, j'ai fait une myocardite, etc., etc. J'ai fait des thromboses, j'ai fait un AVC, j'ai une maladie neurodégénérative, et tout le monde s'en fout. Ouais. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable parce que la mission des médecins et des pharmaciens, c'est d'accompagner les gens dans leur souffrance et de les aider à obtenir réparation et de les aider à obtenir des traitements. Aujourd'hui, il n'y a aucun traitement qui est en cours, aucune filière de recherche sur la spikologie, alors même que ça commence à exister aux États-Unis. Alors même qu'on sait quel est l'agent toxique. Après le VIH, vous avez une VIHologie qui s'est mise en route. Après la tuberculose, vous avez une physiologie qui s'est mise en route. Après la vaccination à Spike, vous aurez une spikologie qui va se mettre en route avec des filières de recherche, des filières de soins, de la mise en place de thérapeutiques. On a déjà des thérapeutiques simples sur la dérégulation du système rénine-angiotensine. Ils sont déjà mis en évidence par des gens aussi compétents que Jean-Marc Sabatier, qui est une espèce de grand chef de la protéomique et qui connaît Spike et le système rénine-angiotensine par cœur. Pourquoi est-ce qu'on fait semblant que ça n'existe pas pour le moment et qu'il y a un tel déni au sein de notre société et au sein de nos instances médicales et pharmaceutiques et institutionnelles? C'est insupportable. Donc, c'est le deuxième objectif, c'est que les patients et les victimes d'effets secondaires et leurs familles soient reconnus et qu'on mette en route les réparations qui sont susceptibles d'obtenir et la mise en place de traitements. Donc là, les enfants d'Hippocrate n'en sont qu'au début. Il y a eu un dépôt dans les conseils régionaux de l'Ordre des médecins et au Conseil national en présentiel avec un huissier. Il y aura des dépôts par accusé-réception du même dossier. Il y aura des envois par mail. Il y aura des envois par courrier. Il y aura des redépôts. Ils vont être rappelés toutes les semaines en disant quand est-ce qu'on fait la réunion pluridisciplinaire où il y aura peut-être, si Amine veut bien venir, si Pierre Chaillot veut bien venir, si Christine Coton veut bien venir, eh ben, il y aura des experts qui peuvent vous dire quelque chose d'important sur ce sujet-là. Et à la fin, vous arriverez à la décision vous-même, vous allez voir. Voilà où on en est. Et donc, il y a un gros travail devant nous. Et l'idée, c'est que si ces enfants d'Hippocrate, ça fonctionne, quand on soulève la foule,
on continue. Le garde d'asile, le Befortus, les autres, il y en a des qu'il faut dézinguer. Et là, c'est là où j'ai vraiment envie que les gens qui nous écoutent prennent conscience de leur puissance. C'est-à-dire, nous, on peut faire au niveau du droit, au niveau médical, au niveau technique, tout ce qu'on veut. Il faut un sésame qui ouvre la porte. Il faut des gens qui ouvrent la porte des institutions, parce que sinon, elles ne s'ouvrent pas. Quand nous, on essaye de parler, Amine, moi, on finit en commission disciplinaire. C'est la seule porte qui s'ouvre. On n'a pas pu discuter avant, s'asseoir autour d'une table. Il n'y a même pas eu de convocation confraternelle. Et par contre, vous pouvez mettre le pied dans la porte et forcer la discussion. Voilà. Donc ça, je sais qu'on est extrêmement puissant et qu'on est au point de bascule. C'est-à-dire, il manque ça pour que ces produits soient retirés du marché. Ces produits sont vraiment des... et donc, il manque vraiment rien. On a toutes les datas pour le faire. On a toutes les victimes d'effets secondaires. On a tout ce qu'il faut. Il manque juste d'ouvrir la porte et de permettre de trouver une porte de sortie aux gens qui ont peur de finir au pénal. Certains dans cette émission sont même allés encore plus loin que toi en disant non seulement que ce soit la vaccinale ou la virale. Bon, chacun aura son mot à dire là-dessus. En tout cas, je vous remercie tous les deux parce que vous avez donné une bonne leçon à chacun, des citoyens d'une part et puis de vos collègues d'autre part dans les conseils ordinaux, de combativité. On lâche rien, on est droit dans nos bottes, on est aligné et on a des choses à vous apprendre. Vous l'avez fait aussi avec pugnacité, avec beaucoup d'espérance, une main tendue qu'on a vue pour leur dire reprenez le dialogue, sinon vous allez vous faire écraser. On n'a pas envie que vous soyez écrasés, on a juste envie que vous collaboriez efficacement pour la santé des citoyens. Donc revenez à des bonnes raisons et écoutez les experts, écoutez les gens qui savent et qui ont des choses à vous dire sur ce sujet. Je voudrais juste vous demander un petit mot chacun. Si tu permets, Eric, j'aimerais vous faire écouter ce qu'a dit la directrice de l'ANSM. C'est sur France Info, là, sur les médicaments pour le rhume, pour le nez bouché, vous savez. Elle a été interrogée. Donc, il y a un tweet là, qui a circulé, là, je l'ai vu aujourd'hui, là. Et c'est intéressant d'entendre ce qu'elle dit sur le retrait. Le journaliste lui dit, mais s'ils sont dangereux, là, parce que ça entraîne des AVC, si ces médicaments pour le rhume, ça entraîne des AVC, mais pourquoi vous ne les retirez pas du marché? Pourquoi vous les laissez comme ça? Elle explique que ce n'est pas sous son autorité, ça relève de l'agence européenne. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'elle dit, écoutez, je ne sais pas si vous allez entendre, je vais quand même vous faire passer. Qui sont exposés aux médicaments. Et donc, souvent, c'est de l'automédication. Si j'en ai encore dans mon armoire à pharmacie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous écoutez là? C'est de l'automédication. Si j'en ai encore dans mon armoire à pharmacie, qu'est-ce que je fais? Je ne les utilise plus très clairement. Je les rapporte à mon pharmacien. J'échange évidemment avec mon pharmacien, mais je n'utilise plus ces médicaments. Mais les pharmaciens, ils sont assez formés. Ils savent dire non aujourd'hui à un patient comme moi qui va chez eux et qui leur demande voilà, j'ai besoin de quelque chose pour me déboucher le nez. Alors un pharmacien, c'est un professionnel de santé. C'est l'expert du médicament. Et donc c'est la raison pour laquelle nous portons cette communication avec eux. Mais c'est aussi un commerçant. Oui, mais c'est avant tout un professionnel de santé, je le rappelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous le portons avec eux, avec l'Ordre national des pharmaciens, avec les 2 syndicats de pharmaciens d'officine, la FSPF et l'USPO, avec les médecins également, pour que ce message soit passé de ne plus utiliser ces médicaments. Pourquoi ne pas carrément les interdire ? Alors, la décision d'interdiction finale, elle se prend au niveau européen, puisque ce sont des médicaments qui existent dans certains États européens, pas tous, mais dans certains États européens. Et c'est la raison pour laquelle la décision finale se prend au niveau européen. Mais nous, en France, et ce qui importe en tant que directrice générale de l'Agence du médicament, c'est de passer les bons messages et de protéger les patients de suite, dès maintenant. On a mis en place plein de mesures depuis de très nombreuses années sur ces médicaments. Il y a toujours des cas, certes rares, mais il y a toujours des cas. Et à nouveau, on ne risque pas un AVC pour un nez bouché. Et ça veut dire que ces produits sont voués à disparaître. Oui, l'objectif, oui, en tout cas pour la France, et là je parle au niveau national, ce message de non-utilisation et donc de déconseiller très fortement ces médicaments, l'objectif est que cela disparaisse des pharmacies évidemment d'officine, mais aussi des armoires à pharmacie des Françaises et des Français. On en est encore très loin, on rappelle 3 millions de boîtes vendues chaque année, c'est ça ? Chaque année, donc il y a une diminution très importante parce qu'on a pris plusieurs mesures, on a interdit la publicité auprès du grand public, notamment en 2017. Il y a une vingtaine d'années, on était entre 10 et 15 millions de boîtes par an, mais aujourd'hui 3 millions c'est encore beaucoup, et c'est la raison pour laquelle on se mobilise tous ensemble avec les médecins et les pharmaciens sur ces médicaments. Christelle Radini-Carbonnet, qu'on comprenne,
comprenne bien pourquoi aujourd'hui, compte tenu de tout ce que vous nous dites, ces produits sont toujours en vente libre. Alors, le sujet, ce n'est pas tant la vente libre ou la vente sur ou la prescription par un médecin, c'est vraiment l'utilisation. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, y compris et médecins et pharmaciens, nous sommes alignés et nous ne recommandons plus l'utilisation de manière globale. Vous en parlez avec les fabricants quand même. Nous, on a cherché à les joindre, ils ne nous ont pas répondu sur France Info ce matin, mais vous en parlez avec eux, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, par définition, évidemment, et on a ce qu'on appelle des contradictoires avec les industriels lorsque l'on met en place des mesures. Donc, évidemment, l'industriel souhaite maintenir son médicament sur le marché. Mais très clairement, nous, notre posture, nous sommes l'agence de sécurité du médicament, surtout de sécurité des patients qui sont exposés aux médicaments. Et donc, le message très clair, ne les utilisez plus. On ne risque pas un AVC pour un nez bouché. Le message est passé. Merci beaucoup, Christelle Ratigné-Carbonaille, directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Vous étiez l'invité d'actu de France Info. Souvent, c'est de l'automédication. Si j'en ai encore... J'aurais beaucoup aimé entendre ça. C'est un grand moment, Amine. Merci. Elle est en train de nous dire que l'ANSM n'a pas le pouvoir de suspendre ces médicaments, sauf erreur de ma part, il me semble que dans le règlement européen, en cas d'un produit dangereux, eh bien, l'ANSM garde son pouvoir, elle peut suspendre. Vous allez voir sur le site de l'ANSM, vous avez des décisions de ce qu'on appelle de police sanitaire administrative qui suspend l'utilisation de dispositifs médicaux, de médicaments, lorsque l'ANSM les juge dangereux pour sa population. Il me semble qu'il y a un article dans le règlement européen en question qui, un État, comme la France, peut tout à fait intervenir pour suspendre un médicament dangereux. Et là, elle nous explique que tout le monde s'accorde à dire que ces médicaments, on ne risque pas un AVC pour un rhume, et ils sont en train de nous dire qu'ils n'ont pas le pouvoir de suspendre ce médicament. Ça, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est pas possible parce que entre le retrait du marché et la suspension, il y a quand même déjà une étape. Ils peuvent suspendre. C'est quand même incroyable ce que vous entendez là. Non, ça ne vous choque pas, ça? Si. Oui. On va dire, mais on va essayer de l'utiliser. Louis, ta réaction? Ouais, bah, c'est à la fois un grand moment et en même temps, on sent que son agence de com lui a donné une phrase clé, quoi. Hein, on risque pas un AVC pour un nez bouché, quoi. Ça fleure bon le groupe marketing bourré de coke qui a carburé toute la nuit pour lui donner son pitch et qu'on peut appliquer complètement à la vaccination et au Covid, quoi. Finalement, pour beaucoup de jeunes. Et on risque pas un AVC pour ça. On l'a vu avec AstraZeneca, hein, et le souvenir d'Anthony Rio, etc., d'histoires comme ça. Voilà. Et après, sur la question, est-ce qu'ils peuvent retirer du marché ou non? Mais c'est vraiment, encore une fois, une imposture complète. Évidemment qu'ils peuvent retirer du marché. Évidemment qu'il peut y avoir toutes les décisions qu'on veut pour suspendre ou pour mettre sur une liste de produits vénéneux et forcer à la prescription, etc. Donc là, c'est vraiment... je sais pas, ouais, c'est une imposture complète, quoi. Je veux les galons, mais j'assume pas les responsabilités, quoi. C'est fou d'entendre ce truc. C'est vraiment dingue. C'est vraiment Ton dingue. micro, Doc, ton micro. Doc, ton micro. Vraiment le discours qu'on aurait aimé entendre pour le. Les amis, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Est-ce que l'un de vous a encore un petit mot à dire pour nos auditeurs? Je veux bien. Un grand merci à TVADP, un grand merci à Eric, et puis à tous ceux qui y a derrière le décor, à tous les auditeurs. N'hésitez pas à partager l'enjeu sur le caractère défectueux et toxique et inefficace des vaccinations anti-Covid géniques pour qu'ils puissent être portés partout. N'hésitez pas à réécrire au Conseil de l'Ordre, des pharmaciens pour envoyer ce dossier, etc. Encore une fois, c'est l'espèce de mise en résonance connective, de grande casserolade numérique et présentielle qui va permettre d'ouvrir les portes et qui va faire qu'à la fin, de toute manière, les tutelles institutionnelles seront conduites à retirer du marché ces produits et à reconnaître les victimes d'effets secondaires. Et c'est le début de la reprise de pouvoir, en fait, de la reconquête progressive de notre pouvoir de citoyen sur ces tutelles institutionnelles qui étaient en roue libre jusqu'ici. Bon, voilà, c'est notre responsabilité. On voit que quand on est convié à une commission disciplinaire, au fond, ça nous pousse dans nos retranchements à essayer de vraiment réfléchir, de sortir le meilleur de ce qu'on peut. Amine a sorti le meilleur de sa rationalité logique pour expliquer les choses de manière extrêmement affûtée et précise. Nous, on a sorti le meilleur de ce qu'on pouvait pour faire des dossiers techniques
sur ces vaccins que peut-être on n'aurait jamais fait, c'était trop chiant à faire, trop long, etc. Ben voilà, là au moins on avait 2 semaines, on les a sortis. C'est une synthèse pour le décideur et on continuera. Donc au fond, à chaque fois, la contradiction est une chance, le dissensus est fécond. Et il devrait faire jaillir le meilleur bien commun, quoi. À nous de réinstaller les conditions du dissensus et d'éviter que nos tutelles soient persuadées de manière paranoïaque qu'elles ont raison. Merci Louis pour ce message de combativité et d'espérance. Un dernier mot peut-être, Amine? Merci à vous deux Eric. Merci beaucoup pour votre invitation et pour ce que vous faites. De la même manière, moi, il semblerait que, on m'a transmis, donc il semblerait que l'Ordre des pharmaciens a reçu énormément de lettres, de cartes postales. Contrairement à lui, moi, ils ne m'ont pas du tout montré, ils n'ont pas du tout parlé de ça, mais je pense que ça a dû jouer quand même. Alors moi, mon rêve, c'est que l'audience au fond puisse avoir lieu dans le plus grand amphi parisien qui existe pour permettre à beaucoup de monde de venir assister. Donc c'est moi qui est accusé. Et moi, si j'ai une demande à faire, c'est que parce que là, il y avait juste de quoi accueillir 10 personnes et encore dans la salle d'audience qui est déjà immense, mais 10 places réservées au public. Moi, je souhaite justement pour pouvoir amorcer ce débat avec les institutions, l'ordre ne cache pas puisqu'il laisse les gens entrer. Donc, si j'ai une demande à lui faire, c'est vraiment de trouver le plus grand amphi parisien dans une faculté où je ne sais pas où, le plus grand amphi, voire même pour le Stade de France, par exemple. Mais bon, on va pas bien entendre. Donc, le plus grand amphi qui existe et que tout le public, tous ceux qui le souhaitent, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, qui viennent écouter et l'accusation et ma défense. Et c'est moi qui présentera. Il y aura mon avocat, Maître Thomas Benagès, que je remercie infiniment au passage, mais c'est moi qui va déjà, la QPC, c'est moi qui l'a présentée, il m'a laissé le soin de la présenter, mais encore plus lorsqu'on va rentrer dans le dossier pharmaceutique du vaccin contre la Covid. Et d'ailleurs, j'ai posé une dizaine de questions à l'ordre des pharmaciens. Est-ce que j'aurais dû poursuivre, est-ce que j'aurais dû soutenir cette politique vaccinale contre le Covid, alors que, je vous donne l'exemple de question, alors que le vaccin n'avait que 1 mois et demi de recul, avait publié la Haute Autorité de Santé, alors que l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM nous disait que la composition même du vaccin, son procédé de fabrication, la reproductibilité des lots n'était pas caractérisée. Et l'on découvre plusieurs années plus tard en Afrique du Sud que le contrat, il disait quoi justement? On voit que le laboratoire explique aux États qu'il ne maîtrisait absolument pas son procédé de fabrication, il ne maîtrisait absolument rien sur l'efficacité et sur les effets indésirables, et qu'en fait, il leur disait en gros, si vous voulez accélérer la mise en circulation, c'est à vos risques et périls. Et ça a été caché, ça. Mais c'était dans l'AMM déjà. Et souvenez-vous, c'est quand j'ai révélé avec ma consoeur Catherine Frade, qui était directrice directrice internationale des affaires réglementaires dans l'industrie pharmaceutique, qui travaillait, donc, avec elle, on avait révélé ce contenu de l'AMM le 2 avril 2021, que l'hôpital de Cholet et moi, on est devenus des cibles de personnes anonymes, de la presse, des fact-checkers, l'AFP et compagnie. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en faisant ça, ils ont rendu visible le CETIAP. Et donc là, juste pour vous dire, moi, c'est ça mon rêve. C'est que un endroit où le maximum de Français peut venir assister à ce débat d'intérêt général qui porte sur une question de santé publique, au-delà de mon cas personnel. Mais au moins, ça sera un début d'un grand débat et j'espère vraiment que l'Ordre des pharmaciens pourra faire le nécessaire dans ce sens. Et je vous remercie vraiment pour tout. Voilà. Un grand merci, Amine. Ce sera donc le mot de la fin. Eric, peut-être que tu veux intervenir juste quelques minutes parce qu'en fait, on avait normalement un débat d'une petite heure et on a déjà largement dépassé. Ça ne me surprend pas. Juste pour exprimer à Amine et à Louis notre soutien le plus total. Et je souhaite aussi vous informer que nous allons faire remonter l'information au professeur Trito, qui préside un collectif européen qui réunit à travers la World Academy of Biomedical Sciences and Technologies la plus grande communauté mondiale
de médecins et de chercheurs, parce que je pense que votre cas est absolument emblématique de ce qui se passe dans ce pays, et il faut impérativement que l'opinion publique dans son intégralité soit derrière vous. Nous avons besoin de transparence, comme le disait Amine, et on est là, on vous soutient, on est de tout cœur avec vous, et on espère une conclusion positive pour vous deux qui menez le combat à l'avant-garde, si j'ose dire. Merci. Merci à tous. Ce sera donc notre mot de la fin. Eh bien, nous nous retrouverons après dans la semaine prochaine pour une autre émission. Je ne vous en dis pas le contenu pour le moment, mais vous pourriez avoir quelques surprises encore. À très bientôt. Passez une excellente journée et bonnes vacances à ceux qui en prennent. Merci les amis. Merci Louis, merci Amine, merci Doc. Merci beaucoup.